Eh bien, chers auditeurs, comprendre l'esprit humain a longtemps relevé de deux chemins assez distincts. D'un côté, on parle de psychologie, de psychothérapie, avec leurs méthodes d'analyse, leurs outils cliniques, leur cadre thérapeutique. Et de l'autre, il y a des pratiques contemplatives venues d'anciennes traditions, parmi lesquelles la méditation. Alors, depuis plusieurs décennies, ces deux univers ont commencé à se rencontrer, la méditation de pleine conscience c'est progressivement imposé dans certains protocoles thérapeutiques, pas comme une croyance, ni comme une pratique spirituelle au sens presque ritualistique du terme, mais comme une discipline de l'attention et quelquefois une attention portée à soi-même. Nous allons en parler ce matin de 10h à 11h30 et nous restons ouverts à l'échange si vous avez des avis, des questions ou des commentaires à faire entendre. Ce sera au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec notre invitée Malek Bnis, qui est thérapeute, psychothérapeute et qui est praticienne de méditation contemplative ou de méditation de pleine conscience qu'on dit. Alors la méditation, la psychothérapie, c'était effectivement deux aspects assez distincts. Alors il y avait des pratiques entre guillemets pour accroître sa perception, sa contemplation, accroître son observation, sa capacité à être davantage présent, et puis des pratiques de soins, d'écoute, d'analyse pour mieux percevoir ce qui agit en soi-même, et puis à un moment, on ne sait pas bien quand, enfin précisément il y a de cela une dizaine ou peut-être une vingtaine d'années, ces deux mondes se rencontrent. Bonjour Malek Bnis. Bonjour Bad, bonjour à toutes et à tous. Alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez Oui. partagé il y a quelques instants avec les auditeurs et les auditrices. Je dirais que la psychologie ne peut pas se faire sans pleine conscience et la pleine conscience ne peut pas se faire sans psychologie, mais on va faire en sorte de rendre les choses beaucoup plus pratiques pour les auditeurs qui nous écoutent. Oui, bah, la pratique, c'est l'expérience vécue. Et des fois, la parole ou la tentative de l'éclairer par la parole peut nous y mener. Mais il n'est pas interdit de partager effectivement des expériences. Alors s'il s'agissait, avant de les entreprendre, Malek Benis, peut-être d'expliquer en quoi ça consiste, que la méditation de pleine conscience, les méditations contemplatives, et en quoi potentiellement elles peuvent être au service De la d'une psychologie. oui, d'une Mhm, meilleure compréhension de ce qui nous arrive. mhm. Alors, j'aimerais, enfin, si je pouvais expliquer ça, je pense que j'aurais besoin de plusieurs heures, mais on va essayer Oui. vraiment d'être le plus pratique possible, comme je vous le disais il y a quelques instants. Mm, Alors, la méditation de pleine mm. conscience, déjà, c'est une pratique qui est laïque, qui n'a pas de substance religieuse, parce que souvent les gens peuvent confondre les deux, Mmh, et qui, à la base, a été créée par un médecin américain qui s'appelle John Kabat-Zinn, mmh. qui voulait accompagner ses patients qui avaient des douleurs chroniques qui généraient une Oui. souffrance psychologique, parce qu'ils Ah, se sentaient enfermés dans leur corps, complètement condamnés à ressentir ce qu'ils ressentaient. Et donc, il s'est inspiré de pratiques orientales, oui. euh, aussi des Alors, des nôtres. personnes peut-être qui ont perdu un membre, un bras, oui, Pas oui, forcément un membre oui, de leur corps, non, pas oui, du tout. C'est à ça que vous faites allusion? oui. Non, pas du tout. C'est une maladie chronique, Mmh, comme beaucoup de personnes peuvent avoir dans leur vie. mmh. Et l'idée était de comment je peux continuer de vivre sereinement malgré une donnée qui m'est imposée et comment je peux même sublimer la souffrance. Sublimer la souffrance, ah, ça c'est oui, c'est attractif parce que quand on y baigne, bah, elle a une utilité quelquefois qu'on ignore, mais c'est un signal d'alerte. Alors on peut le sublimer, Oui, Malek tout Benis. à fait. On en parlait tous les deux en off il y a Oui, quelques instants. On oui, parlait du fait que la souffrance est une donnée qu'on ne peut pas soustraire à la vie. Vivre, c'est aussi souffrir, et en soi, c'est pas une très mauvaise oui. nouvelle, au contraire, parce que la souffrance, c'est un indicateur qui nous explique, c'est une très bonne amie, qui nous explique qu'on est en train de se battre en ce moment au mauvais endroit et de la mauvaise manière. C'est un peu une bonne amie qui te dit, bah stop, ce que tu fais, c'est pas ok, c'est pas cohérent, c'est pas aligné avec ce que tu veux Mmh. profondément. Et sans ce signal d'alerte, eh ben, on peut se maintenir dans l'erreur. Se maintenir dans l'erreur, oui. Quand il y a de la souffrance, il y a quelque part l'erreur qui vit en nous, qui nous accompagne. Absolument. Alors, l'erreur, c'est l'illusion. C'est l'autre nom de l'illusion parfois. Alors, ça peut être une illusion, ça peut être un mauvais choix, ça peut être aussi les conséquences d'un conditionnement. Par exemple, faire des choses qu'on n'a pas réellement envie de faire, mais auxquelles on se soumet pour plaire à la société, pour plaire à nos parents, pour plaire à notre N+1, pour ne pas ressentir de rejet ou d'abandon. Souvent, la souffrance, elle vient de là. Oui, et quelquefois elle est purement physique. Alors, mais absolument, il est vrai qu'on peut, disons,
rechercher des aspects qu'on ne perçoit pas clairement quelque part. Si je décide du chemin pour ma propre vie, pour être perçu d'une certaine façon, c'est que je suis en quête quelquefois oui, d'une forme de reconnaissance et possiblement d'une valeur qui n'en est pas une. Donc Absolument, l'erreur absolument. dont nous parlons. Mmh. Alors, comment passe-t-on effectivement du constat qu'on peut faire? Bon, la souffrance, il n'y a rien de plus universel. Tout le monde l'a expérimenté, petit, grand, et quelquefois même tardivement. Il y a des personnes sereines, mais pour autant peut-être frappées, foudroyées par la vie. Alors la souffrance s'impose quelquefois à soi-même. Alors comment on passe de la souffrance à l'observation, peut-être la clémence vis-à-vis de, oui, de ce qui est considéré comme parfois foudroyant, de nécessaire, d'inévitable. Alors c'est là où je peux vous donner une explication très pratique de ce que c'est que la méditation de pleine conscience. La méditation, en fait, la mindfulness aussi en anglais, ça consiste à observer ce que vous ressentez et ce qui se passe à l'extérieur de vous dans l'instant présent sans juger. À partir du moment où vous jugez l'expérience que vous êtes en train de vivre, vous posez une étiquette dessus. J'aime, j'aime pas, c'est bien, c'est mauvais. Et vous laissez tous les angles morts qu'il y a autour. Le fait d'observer ce que vous ressentez dans votre corps et ce qui se passe à l'extérieur de vous sans juger, c'est être juste présent à ce qui se passe sans vouloir le fuir, sans le désirer pour autant et laisser en fait la vie nous traverser. C'est le principe un peu de l'impermanence, Mm. de s'ancrer dans le fait que tout nous traverse, apparaît puis disparaît. Et le fait que on commence à souffrir, ça commence à partir du moment où on ne désire plus ce qu'on est en train de vivre, alors que ce que l'on vit est en train de s'imposer à nous. Mais la bonne nouvelle est que ce que l'on vit aussi va finir par disparaître. Oui, c'est Héraclite qui disait que la vie est un fleuve inarrêtable et par conséquent, rien n'est dans la permanence. Et ce qui n'est pas permanent, c'est le fait que nous continuions à parler, puisque nous allons reprendre. Mais après la respiration musicale, qui est entre guillemets notre boussole pour notre émission aujourd'hui. Il est 10h18 presque. Nous allons en profiter avec ceux qui nous écoutent et j'en joins bien sûr ceux qui ont des avis ou des commentaires ou des témoignages à faire entendre. Nous resterons joignables jusqu'à 11h30, je le disais, au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission. Ce matin, nous sommes avec notre invité. Alors, on peut avoir l'expérience de se sentir pas à sa place et on peut y retourner. Alors, Malek Benis, bon, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais euh, parler dans les micros ou être présente dans ce monde-là de l'actualité, de l'information, on a pu l'expérimenter. Certains ont le courage de prendre les virages qu'il leur semble nécessaire de prendre. De ce point de vue, bon, les motifs qui nous font sentir qu'il s'agit pour nous, entre guillemets, d'observer qu'il y a une forme de désagrément, peut-être un inconfort qui, à mesure que le temps passe, se transforme en souffrance. Et la question de la souffrance, je voulais y revenir, puisque il y a des pratiques, il y a des tournants, il y a des choix qu'il s'agit de prendre qui effectivement peuvent nous mener à un certain nombre de pratiques qu'on évoquait tout à l'heure, la méditation de pleine conscience ou d'autres, et qui sont quelquefois une réponse. Alors, est-ce que ce sont des éléments objectifs? Est-ce qu'il y a dans les études parfois scientifiques sur les liens ou les passerelles entre le monde de la santé mentale, santé psychique, et santé même parfois physique, et l'intérêt de pratiquer ce type de méditation? Alors la méditation de pleine conscience, déjà, il faut savoir qu'elle est reconnue et recommandée par l'OMS. Elle a un vrai, vrai impact. Il a été prouvé scientifiquement que quand vous pratiquez la pleine conscience, vous évitez jusqu'à 70% une rechute dépressive, ce qui est assez incroyable et comparable à un médicament. Mais il y a une contre-indication par rapport à ça, c'est que quand on est au fond du gouffre, c'est pas le moment de méditer, c'est de la prévention. C'est-à-dire que quand on est en pleine crise, c'est surtout pas le moment de le faire parce que la pleine conscience invite à observer ce qui se passe autour de nous. Et Oui. des fois, ce qui se passe autour de nous est intolérable ou parfois on n'a pas l'espace pour le ressentir ni pour l'accueillir. Donc c'est vraiment une pratique de prévention. C'est comme le marathon, on n'attend pas le marathon pour courir, on se prépare à l'avance pour pouvoir se sentir suffisamment apte à relever le challenge et le défi. Oui, ce sont également des pratiques qui s'observent également en milieu clinique. Absolument. Alors il a été prouvé scientifiquement, encore une fois, que quand on pratique la pleine conscience, ça augmente la taille des télomères. Les télomères, c'est des petits capuchons qui protègent nos chromosomes. Et les personnes qui ont un cancer ont des télomères qui se raccourcissent.
Pratiquer la pleine conscience, c'est augmenter la taille de ces télomères et justement œuvrer à de la prévention par rapport à la maladie, ce qui est assez incroyable. Alors, il y a des observations scientifiques et des bénéfices que l'expérience peut, entre guillemets, oui, que l'expérience peut corroborer d'une certaine manière. Alors, ceux qui s'y sont donnés ou ceux qui, entre guillemets, s'y sont essayés à cette pratique-là, bon, peuvent quelquefois la recommander. Alors, en quoi ça consiste pour ceux qui ne sauraient pas de quoi nous Mhm. parlons? Alors, ça consiste à être pleinement conscient des pensées qui nous traversent. Il y a une très grande différence entre, par exemple, une pensée critique qui est je suis nul et je sais que la pensée je suis nul me traverse. Les pensées ne sont que des pensées, c'est des phénomènes mentaux, Oui, et même les pensées qui nous disent le contraire. Même les pensées qui nous disent attention, ce qui va t'arriver est grave, ce n'est qu'une pensée. C'est un phénomène de notre mental. On a entre 60 000 et 150 000 pensées par jour. Et méditer, ce n'est pas ne plus penser, ce qui est complètement impossible. Méditer, c'est avoir un rapport de distance par rapport à nos pensées. Il y a une différence entre je pense et je sais que je suis en train de penser. Et dans ce petit sas peut se créer un apaisement émotionnel. Une émotion, pour notre cerveau, c'est une information. Notre cerveau ne comprend, notre système nerveux ne comprend pas les mots. Les mots, c'est de la culture. C'est-à-dire que quand on arrive au monde, notre moyen de communiquer ah en tant oui. que bébé avec l'extérieur, c'est les sensations physiques et les émotions. On ne sait pas parler Ou les onomatopées. ou les onomatopées. C'est-à-dire que notre Oui. langage initial, ce sont les émotions. Or, on nous apprend dans notre société à les éviter, à les mettre de côté, alors qu'en réalité, c'est un signal. Sans émotion, on n'a pas de boussole. Sans boussole, on ne peut pas avoir de comportement adapté. Donc la pleine conscience, c'est se dire, OK, qu'est-ce que je ressens tout de suite là maintenant? De la colère, de la frustration, ou aussi un état de neutralité, c'est carrément possible, de la joie. Mm. Et c'est où dans mon corps? Votre corps est le réceptacle de vos émotions. Le fait de revenir à son corps, c'est une manière d'éviter l'alimentation. Je m'explique. Quand vous montez, et je pense que les auditeurs qui nous écoutent sont dans la majorité des cas dans leur voiture, donc ils vont comprendre ce dont je parle. Oui. En général, quand on monte le matin dans sa voiture direction le travail, donc on quitte notre maison, et au bout de 20-30 minutes, je ne sais pas, on arrive au travail, mais pendant les 20-30 minutes, vous avez constaté que vous n'étiez plus là en fait. Vous êtes arrivé au travail en mode pilote automatique. On ne sait pas comment on l'a fait pour arriver jusqu'au boulot. Je pense que tout le Oui. monde peut se reconnaître là-dedans. Oui, c'est la force de l'habitude. Alors pas que. Il y a la force de l'habitude, mais il y a aussi Le pilotage le automatique. pilotage Oui. automatique qui consiste à avoir une première pensée. La première pensée, ça peut être bah, j'ai pas envie d'aller au travail aujourd'hui. Et comme notre système nerveux, lui, il n'est pas câblé pour qu'on soit heureux, il est câblé pour qu'on survive, toutes nos pensées, il les considère comme un danger à gérer. Donc il va se dire, oh là là, je sais pas moi, Malak, donc moi, n'a pas envie d'aller au travail aujourd'hui, imaginons. Et là, il va se dire, mais pourquoi elle n'a pas envie d'aller au travail? Il va commencer à fouiller comme un enquêteur. Donc au début, ça va être, oh là là, j'ai pas envie d'aller au travail. Oh, ça va être une dure journée. Mais oh mon Dieu, la vie est dure. J'aimerais tellement prendre un mois de vacances, mais je ne peux pas parce que j'ai un crédit à payer. Oh, mon Dieu, j'ai un crédit à payer. Mais qu'est-ce qui se passe si je ne paye pas ce crédit? Mais imaginons que je change de travail. Mais mon Dieu, peut-être que je vais me retrouver en précarité professionnelle. Et que va dire mon mari? Que va dire ma femme? Bla, 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 bla. Et en fait, toute cette alimentation de pensée Mm. va être des données pour notre Oui. cerveau. Et Et on va... on peut y penser une fois, mais le lendemain et le surlendemain et ainsi de suite. Alors exactement, ça va Ouais. provoquer de la rumination, mais surtout, alors j'arrive à ce que je vous disais par rapport à quand on arrive au travail. Oui. Donc durant tout ce trajet, vous n'êtes plus dans les rues de Casablanca ou de Rabat ou là où vous êtes. Vous êtes Ah oui. dans un train de pensée infernale et votre cerveau, notre système nerveux va générer de l'émotion. Non pas en lien avec le fait qu'on est en train de conduire, mais en lien avec le fait qu'on est en train de penser à ce qui pourrait nous arriver dans l'existence, mais qui n'est pas réel. Dans la réalité, on est en train de Oui. conduire. Et donc, il va envoyer de l'émotion. Vous allez sortir de votre voiture et vous allez avoir le sentiment de, je ne sais pas ce que j'ai, une boule au ventre, des choses Ah. comme ça, la mâchoire serrée, le pied qui tremble. Et le truc, c'est qu'il a été prouvé scientifiquement qu'une émotion difficile ou une induction négative, on appelle ça une induction négative, peut générer jusqu'à 6 semaines de rumination et impacter notre morale pendant 6 semaines. Oui, 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 oui. Donc si on n'observe pas le Un problème phénomène, avec la belle famille, hop, voilà, c'est c'est 6 et semaines de c'est parti galère. pour et c'est parti pour 6 semaines. Exactement. Donc, oui, Donc si on... une décision difficile à prendre 6 qui semaines, jusqu'à ouais, 6 semaines. ouais, effectivement qui gravite autour bon des questions de matériel, de survie, etc. Et c'est reparti encore. Oui. Donc oui, c'est le phénomène qu'on observe. Mais cela dit, on est inconscient pendant le trajet, c'est-à-dire on est dans nos pensées. Mhm. Mais on est conscient oui, du train qui est en marche, Pas mais des forcément. pensées, mais pas de... On n'est pas forcément d'autre chose. conscient. On n'est pas forcément conscient qu'on est en train Ah oui. de ruminer.
On pense au contraire qu'on est en train de réfléchir. Il y a une grande différence entre réfléchir et ruminer. Réfléchir, c'est arriver à une réponse. Ruminer, c'est comme un hamster qui fait du surplace dans sa roue. Il n'y a pas de... Malheureusement, tous les problèmes n'ont pas une réponse immédiate. Et la rumination nous fait croire que si on s'accroche, on va forcément pouvoir s'en Ah oui, sortir. on va y arriver, parce qu'en faisant beaucoup d'efforts, en travaillant difficilement, on est censé y arriver. Alors, on y arrive aux informations, cela dit, puisqu'il est 10h29 et que Karim Droné s'apprête à nous les présenter. Elles induisent aussi quelques émotions. Je ne suis pas certain de pouvoir les moi, qualifier oui. de Je suis positives. très heureuse de le rencontrer. Oui. Alors, je lui cède volontiers ma place et on se retrouve pour la suite de notre émission des experts qui se poursuit jusqu'à 11h30. Et nous sommes avec notre invité que je présenterai rapidement. Nous sommes avec Malek Benis, qui est psychothérapeute, oui, et qui, dans sa pratique, propose aussi, disons, je ne sais pas si ce sont des modalités alternatives ou complémentaires, mais quand on parle de méditation de pleine conscience, dans l'acception qu'on vient d'entendre, effectivement, ça peut ramener une forme de détachement, de distance par rapport à la loupe grossissante qu'induit notre mental pour, disons, accroître dans notre perception ce qui provoque en nous de la douleur. Alors, on va y revenir dans quelques instants, mais on m'a indiqué à la régie qu'il y a Sifouad qui nous a contacté de Meknes, qui est avec nous à l'antenne. Bon, je vous cède la parole. Bonjour. 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 Bonjour Sifouad. Comment allez-vous? Ça va? Vous allez bien? Oh, ça va pour le mieux. Bon. Ça va. Bon, je vous connais personnellement, petits mais détails. ça n'est pas la fin du sujet. Et je vous souhaite à l'occasion à vous, à toute l'équipe de l'antenne, à Washim Borokar, à Madame Karim. Ah ben, merci. Il y a une question que je voulais poser, qui une discussion que j'ai avec mon épouse récemment, sur le mental. On ne s'est pas mis d'accord sur la définition du mental. Est-ce que le mental, c'est proprement dit quelque chose qui a tendance à mal gérer nos soucis, nos problèmes, ou le mental, c'est un ensemble qui concerne les émotions et les actions, ainsi de suite. Voilà, c'est la question. Je vous remercie bien. Je vous en prie. Alors, je peux prendre la parole, oui. En fait, vous avez donné la définition. J'ai envie de vous dire que vous n'avez pas besoin d'opposer l'un à l'autre. Le mental gère et le mental peut aussi être, source de souffrance. Toutes nos stratégies psychologiques ont leurs limites, y compris celles du mental. Donc notre mental fonctionne très très bien parce qu'il nous permet d'étudier, il nous permet de prendre des décisions, il nous permet aussi de gérer des situations complexes, pas toujours compliquées mais complexes. Donc merci à lui d'être là à nos côtés. Et en même temps, il a ses propres limites parce qu'à force de vouloir maîtriser notre vie, il peut aussi vouloir anticiper sur ce qui pourrait nous arriver de grave. Oui. Or, les études ont prouvé que seulement 9% de nos peurs pourraient peut-être éventuellement se réaliser. Mais le truc, c'est que quand on vit nos peurs, quand on les anticipe, notre cerveau ne fait aucune distinction entre ce à quoi vous pensez et ce que vous vivez. Donc quand vous pensez à l'avance à ce qui peut vous arriver, notre système nerveux le gère comme une donnée, comme de la data et renvoie de l'émotion difficile. Et une émotion difficile, c'est ce que je disais avec Badr il y a quelques instants, c'est 6 semaines pour le gérer, à peu près. Est-ce que je réponds à votre question du coup? Oui, merci. Je vous remercie bien. Je vous remercie pour cette intervention. Alors, bien sûr, si vous avez des questions, des témoignages ou même des avis, nous resterons ouverts, je le rappelle, de façon un peu plus écourtée pendant le ramadan jusqu'à 11h30 et vous pourrez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors, des fois, on fait le distinguo entre le mental et l'émotion pour la raison que il y a un aspect analytique au mental. Alors quand on résout une équation, les émotions ne sont pas impliquées. Pour autant, dans l'exemple qu'on vient de citer, si on essaie de résoudre une problématique dans notre vie et que notre mental est induit dans la direction que vous avez évoquée à l'instant même, c'est-à-dire la rumination et ainsi de suite, ça induit des émotions. Alors des fois on est crispé, on a la mâchoire tendue et on a imaginé, disons 100 fois plus de scénarios catastrophiques qui engendrent une forme de désagrément et de mise, d'état de mise en danger de soi-même qui sont inexistants par rapport effectivement à la probabilité que ça arrive. Donc ça induit également des émotions, le mental. Alors,
vous avez dit quelque chose qui est extrêmement intéressante et qui est fausse à la fois. Donc, je me permets de rebondir Oui, là-dessus. oui, il y a Que- des émotions dans les chiffres, Exactement, des merci émotions dans les Badr. équations. Absolument, Oui, absolument. une ancienne vie, pour le coup. J'ai Quand pris un virage, mais c'est vrai qu'il y a Tout des comme émotions. moi. Ah Tout ouais. comme moi, ouais. Alors, quand on résout une équation, notre capacité de la résoudre va être intimement Oui, liée à notre état émotionnel. Notre état émotionnel, ah c'est oui. pas une fragilité, c'est où est-ce qu'on en est en ce moment. Oui. Et C'est quand on la résout, il y a le Eureka. Et le Eureka correspond souvent à un sourire ou une libération. par exemple. Et quand on ne la résout pas, ça peut créer de la frustration. Mais avant même la Mm. résolution, Oui. le process de penser à l'équation va être directement influencé par notre état émotionnel. On ne peut pas opposer logique à émotion. Il n'y a pas des personnes émotionnelles et des personnes rationnelles. Oui. Ça, c'est un leurre culturel et sociétal. Mais cela dit, il y a Mais des personnes qui prennent davantage de distance avec les pensées qui les oui, mais traversent. elles ne sont pas forcément moins émotionnelles. Absolument. Elles Le sont plus potentiel aguerries. émotionnel est potentiellement identique. Mais dès lors qu'il y a cette distance qui se crée dans l'observation des pensées qui surgissent en nous, par nécessité, on est moins sous leur emprise. Alors, comment être moins sous l'emprise de ces émotions? Paradoxalement, Ah, c'est en les vivant, c'est en les laissant nous traverser et nous envahir. ah bah, Justement, les et personnes plus les plus... on y résiste, plus elles vivent. Oui. Exactement. Plus on résiste à nos émotions, plus notre système nerveux, qui est câblé pour notre survie, les considère comme un danger. Et comme il veut nous protéger, il ne peut pas tourner le dos au danger puisqu'il doit nous protéger. Donc pour Mm. nous protéger, il doit gérer le danger. Donc ça va devenir Priorité. une priorité dans sa tête, voire une obsession, d'où la rumination. Alors que si vous vous laissez traverser physiquement par la sensation, je vous explique par l'émotion, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Oui. Par exemple, si vous avez peur, si vous craignez, je sais pas, un entretien d'embauche, exemple. Il vaut mieux se dire, ok, c'est où dans mon Ah, corps? et bien entendu, mais vous verrez que ceux qui sont appelés pour un entretien d'embauche, hop, on change de posture. Oui, alors c'est bien qu'ils m'écoutent parce que ça va les aider ce que je vais leur dire. Oui. Il vaut mieux se poser la question de c'est où dans mon corps? Bah, probablement c'est au niveau de mon cœur, peut-être que mon cœur bat un peu plus vite. L'avantage de notre corps, par exemple, moi je fais 1,76 m, je ne peux pas faire plus de 1,76 m de sensations physiques. Notre corps est segmenté. Notre esprit, lui, peut aller extrêmement loin. Donc quand je ramène ma peur de l'entretien d'embauche à mon cœur, ben, j'ai 20 cm de peur uniquement, alors que ma tête, elle, peut aller extrêmement loin. L'avantage de revenir à son cœur et de ressentir la sensation, c'est de percevoir qu'elle est impermanente. Elle va finir par disparaître à condition qu'on lui dise « je sais que tu es là, tu es la bienvenue, tu me veux du bien, je sais que tu veux juste me faire bien passer cet entretien ». Et en fait, être dans cette compassion envers l'émotion va lui permettre de disparaître à une rapidité fulgurante. La compassion. Alors, est-ce que c'est une décision? Est-ce que c'est quelque chose qui se cultive C'est dans les les deux. réflexes qu'on essaie d'adopter vis-à-vis des émotions surgissant en nous? C'est absolument les deux. C'est de se dire C'est-à-dire? qu'en tant qu'être humain, je ne peux pas fuir mes émotions. C'est Oui. comme si j'étais en train de m'agacer du fait que j'ai un nez, une bouche et des cheveux. Ah, L'émotion fait partie intégrante de la nature humaine et ne pas en avoir, bah, c'est plutôt une pathologie, c'est une mauvaise oui, nouvelle. oui. D'accord? Donc si vous êtes en contact avec vos émotions, bah, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Certains qui ont un référentiel spirituel ou religieux parlent de rahma. Oui, oui, on parlait de la compassion. Alors la compassion, Hmm. c'est le fait de se dire que en tant qu'être humain, bah, j'ai le droit à mes émotions et je peux les utiliser pour me demander de quoi j'ai besoin. Les fuir ne va pas les faire disparaître. Les fuir va les faire augmenter et agir à votre insu. Oui, mais cela suppose qu'on puisse percevoir qu'on a la main sur le guidon, c'est-à-dire on a la capacité d'orienter les émotions dans la direction qu'on souhaite On ne les oriente profitable. pas, on les comprend. Oh, euh, braquer l'attention sur un aspect, c'est choisir. Parce que quand il y a effectivement un élément qui survient, qui provoque en moi des sentiments, entre guillemets, que je vais qualifier négativement ou de désagréables, et que j'ai la possibilité de ne pas les observer de cette façon-là, ou je vois que cette possibilité existe, ou je m'y adonne parce que je considère que c'est la nécessité qui m'est imposée par le monde extérieur. Oui, mais il y a une différence entre se dire, ok, je suis en train de vivre une expérience douloureuse, désagréable, difficile, et pourquoi ça m'arrive, Ah oui, c'est absolument. insupportable, je ne veux pas, mais oh mon Oui, Dieu. oui. Et c'est là où on arrive dans l'alimentation. En fait, Mm. c'est désagréable, c'est désagréable. La vie ne nous doit rien, elle est aussi difficile, elle est aussi agréable. Ah, Donc des fois, c'est juste difficile. ah oui, Il la faut vie juste ne le nous prendre en doit tant rien. que... Oui, la vie ne nous doit rien. C'est pour ça qu'on essaie au possible de profiter des bonnes respirations musicales, puisqu'il est 10h46, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts.
Et nous sommes avec notre invité Malak Benis qui nous parlait de la nécessité de cultiver une forme de compassion par rapport aux sentiments qui nous traversent. Alors on évoquait effectivement, disons, le chemin à entreprendre pour essayer d'adopter davantage cette posture ou ce réflexe ou ou cette réaction face effectivement aux sentiments quelquefois qui nous submergent. Malak Benis. Alors, je pense à une des personnalités qui a rendu la pratique extrêmement populaire à travers le monde, c'est le tennisman Novak Djokovic, Oui. qui pratique énormément la pleine conscience et l'autocompassion, et ça l'aide énormément pour augmenter ses performances sportives, même s'il ne faut pas avoir d'attente quand on pratique, il faut juste être dans l'accueil de ce qui se passe. Comment faire? Concrètement, je reprends un peu ce qu'on se disait il y a quelques instants, il faut redescendre dans son corps. Notre corps est segmenté, il a une taille limitée. Contrairement à notre esprit qui, lui, peut aller très très loin dans la rumination, Oui, dans le passé comme dans le futur. dans le passé, dans le futur, dans les scénarios catastrophes, etc. Et donc revenir à la part de notre corps qui ressent le plus l'émotion et poser même une main dessus pour vraiment juguler le périmètre, quoi, pour avoir vraiment la perception réelle de la place que ça occupe dans notre corps. Mais c'est vrai que même il y a des expressions consacrées. Quand on dit on a la boule au ventre, Oui, et il a le cœur sur la main. Il y a beaucoup d'expressions qui nous ramènent au corps. qui nous ramènent même à des parties très particulières du corps. Ouais. Alors, l'idée... d'émotions. D'émotions, tout à fait. D'expressions décrivant des émotions qui nous ramènent au corps. Ensuite, une fois qu'on a localisé la part de notre corps qui perçoit le plus l'émotion, en fait, il faut lui dire bienvenue. Il ne faut pas la rejeter, parce que si vous la rejetez, votre système nerveux se met en alerte parce qu'il va la considérer comme un danger. Bienvenue, je sais que tu es là, je sais ce que tu me fais ressentir, je sais ce que tu me fais croire, je sais ce que tu me fais faire, et c'est OK. Je ne vais pas te rejeter, je ne vais pas te maltraiter. Vraiment rassurer la présence de la sensation émotionnelle dans notre corps. C'est une manière de s'exposer à elle. Je vous donne un exemple peut-être que vous avez certainement déjà vécu. Quand vous décidez d'aller vous baigner dans l'océan, dans la mer, au début, quand vous rentrez dans l'eau et que l'eau est très froide, on se met sur nos pointes, on saute quand les vagues arrivent pour éviter qu'elles soient trop hautes sur notre corps, pour éviter le froid. Et au bout de quelques secondes ou quelques minutes même, on décide finalement de plonger. Voilà. Et au bout de 10 secondes, la température de l'eau est bonne. Enfin, c'est hyper agréable, mais c'est pas la Méditerranée ou l'Atlantique qui a changé de température en quelques secondes. C'est notre tolérance à la présence au froid qui a augmenté. Et donc là, on peut enfin commencer à profiter et à jouir de la baignade. Si on était resté dans ah non, c'est insupportable, mais c'est pas possible, mais pourquoi l'océan est aussi froid, mais on se serait enfermé dans une colère, une frustration stérile. Oui, mais c'est vrai que le mental est piégeux, il nous fait prendre souvent le chemin le plus sécure. Alors il y a un auditeur qui nous a contacté, c'est Silhassan qui nous appelle de Casablanca. Comme je vois que nous pouvons être contraints par le temps, je vous cède immédiatement la parole, Silhassan. Bonjour à vous. Bonjour, Awashelkom Broka. Merci. Merci beaucoup. Félicitations pour votre émission. Merci pour votre invité. J'aimerais bien poser quelques questions. Aussi. Oui. En quelque sorte, si j'ai bien compris, vous parlez de l'harmonie entre le mental et le corps physique, si j'ai bien... Entre autres, la communication entre les deux, oui, tout à fait. Voilà. Donc, comment expliquer le rêve pendant la nuit? C'est-à-dire que c'est que le mental, c'est lui qui travaille le seul. C'est-à-dire notre corps, ne bouge pas, mais pourtant on imagine qu'on bouge, etc. Donc ça, c'est la première question. Alors, je vais répondre d'abord à la première, si ça vous ennuie pas, pour que je reste focus avec vous, parce que c'est beaucoup de choses très intéressantes que vous partagez avec nous ce matin. Alors, notre corps ne bouge pas, c'est pas vrai. Notre cœur bat, notre respiration se poursuit, nos poumons fonctionnent, notre système digestif continue à digérer. Continue à digérer. On le sait bien pendant le ramadan. Par contre, c'est notre présence à ce fonctionnement qui est altérée du fait qu'on est en train de dormir. Donc, notre corps fonctionne silencieusement et humblement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par rapport au rêve, alors je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce que c'est pas trop le sujet, mais par contre, je vais vous éclairer par rapport au sujet d'aujourd'hui. Le rêve, en fait, il nous permet de traiter les données de la journée, de la veille, de l'avant-veille. Il ne sert pas qu'à ça, mais il sert entre autres à ça, d'appréhender les informations émotionnelles que l'on vit dans la journée. Et pendant qu'on dort, figurez-vous que notre cerveau gauche télécharge de chez le cerveau droit les infos de la journée ou des jours qui ont précédé, et il les transforme en souvenirs. Et donc ça fait un espèce de grand embouteillage dans notre esprit, dans notre mental, que le rêve essaye de digérer. Voilà ce qu'on est vraiment en train de vivre durant la nuit,
Pas que ça, bien sûr, mais entre autres. Et notre corps y réagit. Je suis sûre que à vous, monsieur, ou à d'autres Ça personnes, nous est monsieur Hassan, réveillé de se réveiller comme ça, oui, brutalement, le cœur battant à la chamade. exactement. Tout à fait, parce qu'on a été Ouais, submergé par une émotion. On peut même se réveiller en allant, désagréable. voilà, Ouais. je ne sais pas ce que j'ai, ce sentiment de ne pas savoir ce que j'ai, tout simplement parce que votre mental et votre corps continuent de communiquer entre eux et que vous êtes toujours en train de processer des émotions. Oui. Vous aviez d'autres questions, d'autres Oui, Oui, je pense c'est qu'il a en relation avec ce premier sujet, c'est comment se débarrasser d'une idée fixe qui vient souvent lorsqu'on vit. C'est-à-dire surtout dans ces certaines situations arrivent pour vous faire appeler à une situation peut-être de 30 ans, de 40 ans, et que vous n'aimerez pas avoir. Ok, alors Monsieur Hassan, je vous propose de faire un petit exercice avec moi et les auditeurs aussi qui peuvent le faire, je les invite également Oui. à le faire. Vous êtes partant, Monsieur Hassan? On peut le faire ensemble? Un petit exercice à deux? Pardon? Je vous propose qu'on fasse un petit exercice très court, tous les deux. Ça Ah vous oui, va? oui, 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 Ok. oui, oui. Alors, Monsieur Hassan, s'il vous plaît, je vais vous demander de fermer les yeux là où vous êtes, si c'est possible, et Oui. de ne pas penser à un citron vert. Ne pensez pas à un citron vert. Il n'y a pas de citron vert dans ma voix, il n'y a pas de citron vert derrière vous, il n'y a pas de citron vert à votre gauche, pas de citron vert à votre droite, pas de citron vert au-dessus de vous, pas de citron vert sous vos pieds, pas de citron vert autour de vous, parce qu'il n'y a pas de citron vert. Vous ne savez pas à quoi ressemble un citron vert. Vous ne sentez pas l'arôme du citron vert, vous ne goûtez pas le jus du citron vert, vous ne touchez pas la peau granuleuse du citron vert. Vous oubliez qu'on parle d'un citron vert. Oubliez le citron vert. Alors, Monsieur Hassan, à quoi vous avez Oui. pensé? Un citron jaune. Ok. Alors, vous avez quand même pensé à un citron, d'accord? Et le citron jaune, le fait qu'il y ait du jaune à la place du vert, c'est ce qu'on appelle un phénomène d'évitement. C'est-à-dire qu'on essaye d'éviter ce à quoi on ne veut pas penser. Mais imaginons que je vous avais demandé de faire ça pendant 1 heure. Vous auriez simplement juste craqué, d'accord? C'est très contraignant de ne pas vouloir penser à quelque chose qui s'impose à nous. Maintenant, je vais vous répondre à votre question de comment on fait. On continue l'exercice si vous le voulez bien. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Pardon? Fermez les yeux, on continue l'exercice et je vais vous donner oui. la réponse à votre question de comment on fait par rapport à une idée qui s'impose à nous. Maintenant, vous allez dire au citron vert, marhaba, je sais que tu es là. Et vous allez le poser quelque part à côté de vous. Bonjour le citron vert, je sais que tu es là et c'est OK. Et en même temps, Monsieur Hassan et les auditeurs qui nous écoutent, vous pouvez entendre le son de ma voix qui parvient jusqu'à vos oreilles. Vous prenez également conscience du fait que la respiration se poursuit, l'air frais qui rentre par vos narines à l'inspire, l'air chaud qui ressort à l'expire. Vous prenez également conscience du fait que votre cœur bat tranquillement, humblement à cet instant, sans même que vous n'ayez besoin de faire un quelconque effort. Vous prenez également conscience du fait que vous et moi, nous sommes certainement assis sur un fauteuil et sur un siège, mais qu'en même temps, nous flottons aussi dans l'infiniment grand parmi d'autres astres. Et qu'à ce moment même, nous sommes également composés de l'infiniment petit. Que l'un n'empêche pas l'autre. L'infiniment grand n'empêche pas l'infiniment petit, comme les nuages n'empêchent pas le soleil. Et qu'en ce moment même, le simple fait que vous soyez vivante et vivant fait le bonheur d'au moins une personne sur cette planète. En ce moment même, dans l'instant présent. Revenez vers moi, Monsieur Hassan. Oui, oui, je vous entends, merci. Qu'est-ce Parce que je sens un changement, je sens quelque chose qui... Voilà, mais... Ok, alors ma question c'est, qu'est devenu le citron vert? Oui, donc c'est-à-dire que... Est-ce que vous avez pensé au citron vert la deuxième fois? Oui, oui, c'est-à-dire que je dois passer au deuxième choix. Exactement. Dans le deuxième choix, on a accueilli le citron vert. Ok, il est là. Un peu comme les nuages sont là dans le ciel. Oui. Mais on s'est ouvert au reste. Et nous, on a accueilli Mourad Vabar. On l'accueille également avec notre petit citron. Mais je vous remercie, Hassan, pour cette intervention. Et... Est-ce que je peux, ça c'est comme m'exprimer en arabe. Bien sûr, c'est Hassan. C'est quelqu'un, ça c'est comme une anecdote. وبغى يعبر على لو ستريس ديالو كيف لي باسكو يعني كل نهار كيفيق ما كيقدرش ينوض ما كيقدرش يمشي. شنو قال ودي كنحس بان الاعضاء ديالي انا تخلقوا قبل من نجي انا عاد جيت انا عاد كنت فوق. هذه من ناحيه. يقول كذلك ربما الاعضاء ديالي راه شي واحد كيستعملهم بالنهار وعاد كيجيبوهم لي انايا. دونك هادو دي سيتياسيون كي اكسبريم. Bon,
Je vous remercie beaucoup. C'est nous Euh, qui vous remercions, Selhsen, mais on doit aussi s'excuser auprès de Mourad Baba pour ce court retard. Il est exceptionnel parce qu'il est toujours à l'heure et même en avance. Je lui cède ma place et on reprendra la suite de notre émission des experts. Et ceux qui souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas à nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec notre invité Malek Benis, qui est psychothérapeute et qui nous parle ce matin de méditation de pleine conscience. Alors, qu'est-ce qui la distingue d'abord des autres méditations? On dit qu'il y a plein de types de méditation, certaines contemplatives, d'autres, dit-on, de pleine conscience. On essaie de prendre conscience d'un certain nombre d'éléments, et parmi lesquels, effectivement, de cette voix intérieure qui surgit et qui nous raconte quelquefois des histoires qu'on a envie qu'on veut bien effectivement prendre pour vraies. Parce qu'il y a quelquefois, disons, un certain avantage apparent ou caché à observer le monde par ce prisme-là, Malek Benis. Alors, il y a deux questions en une. La première, mais je commence à m'habituer avec Badr. Oui. La première, c'est que qu'est-ce qui la distingue des autres? Il y a plusieurs méditations. Si on parle de toutes, on n'aura malheureusement pas assez le temps, mais il y a la méditation transcendantale qui consiste à répéter un mantra, un mot-clé pour apporter de l'apaisement, pour faire simple et court. Certaines confréries Sophie aussi les pratiquent. Les pratiques, exactement. Et il y a aussi la dynamic meditation, la méditation dynamique, où c'est plutôt avec le corps, où vous libérez votre colère, votre frustration, c'est plus physique. Et la méditation de pleine conscience Alors, dynamique, parce qu'on associe la méditation à une forme d'immobilité. Ah non, pas du tout. Par exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Djokovic peut méditer en courant, en tapant dans sa balle. En fait, la pleine conscience, c'est être présent à ce qui se passe. C'est prendre la vie telle qu'elle est et pas comme on voudrait qu'elle soit. Et donc, vous pouvez méditer en poussant votre caddie dans le supermarché, juste en étant pleinement conscient de il y a des gens autour de moi, voilà ce que je ressens en ce moment. Juste être présent à ce qui se passe, à comment la vie se déploie en nous et autour de nous. Ouvrir grand ses yeux, mais dans le sens de ouvrir grand sa perception. Exactement, sans juger, sans dire j'aime pas, c'est bien, c'est pas bien, c'est juste là. Et de toute manière, quand bien même l'expérience serait négative, la bonne nouvelle, c'est que tout est impermanent, tout passe. Oui. Donc ça crée du détachement. La deuxième question que vous me posiez, c'était par rapport à comment on peut alimenter une voix qui nous fait souffrir, c'est ça? Oui, et quelquefois, il y a un bénéfice. Il est une raison pour laquelle notre mental nous raconte quelquefois des perceptions sur les autres, sur soi-même. Et on a tendance immédiatement à les prendre pour vraies, sans pour autant essayer de les observer de l'extérieur, ou quelquefois les observer avec une certaine distance qui permet de s'en libérer. Oui, alors, en fait, il faut partir du principe que notre système nerveux nous veut du bien, en fait. Tout ce qu'on fait, même quand on souffre, on pense qu'on le fait pour de bonnes raisons. Partons du principe qu'on est toutes et tous bien intentionnés. Oui. Alors, la meilleure preuve de cela, c'est on posera la question à une personne si elle souhaite le malheur ou la joie. Tout le monde veut la joie pour sa vie. Absolument, absolument. On est tous égaux face à ça, face à ce désir. En tout cas. Oui. Revenons plutôt à l'enfance et vous allez voir que c'est quelque chose qui se poursuit aussi à l'âge adulte. Un enfant, quand ça nous arrive d'être avec des parents qui ont des difficultés psychologiques ou émotionnelles et qui ne savent pas transmettre l'amour qu'ils ont pour leur enfant de la manière la plus correcte, de manière dysfonctionnelle. Donc face à cela, un enfant ne va pas se dire « Ah, mes parents ont une difficulté psychologique et émotionnelle ». Il va se dire « Je ne suis pas digne d'être aimé ». Un enfant ne remet pas en cause ce qui se passe, il pense que c'est lui la cause. Pour quelle raison? Parce qu'on a besoin de simplifier notre environnement pour pouvoir le maîtriser. Notre système nerveux ne cherche pas un environnement agréable, il cherche un environnement maîtrisable. Oui. Et pour le maîtriser, il faut nous sentir familiers avec et habitués. Oui. Donc si je suis habituée à l'idée que je ne suis pas digne d'être aimée, à l'âge adulte, je vais développer une voie critique qui consiste à dire que tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, c'est à cause de moi, c'est à cause de ce que je suis. Par exemple, si ça fait quelques mois ou quelques années que je suis célibataire, parce que je ne suis pas digne d'être aimée. On ne va pas se dire qu'il y a un contexte, un parcours, une synchronicité, une question de destin. On va directement aller à une espèce d'aplatisation de la psychologie et de la réalité en se disant « c'est moi l'erreur ». Et d'autant plus que les sentiments peuvent être trompeurs en la matière, parce que ce qui va faire en sorte qu'on va opter pour cette perception, cette grille de lecture, ça va être l'intensité de l'émotion qui surgit en soi. Absolument. Et on se dit,
ce ne peut être faux, puisque c'est là, Parce je que le l'émotion est ressens, forte. parce que l'émotion est forte négativement. C'est extrêmement intéressant ce que vous venez de dire. Pourquoi? Parce que l'intensité de l'émotion n'est pas révélatrice du danger de la Au situation. nid de la véracité, elle est Exactement. révélatrice d'autre chose, elle est révélatrice, De nos schémas. oui, de la douleur que de percevoir les choses de cette façon-là. Oui, Et et- ce distinguo, bon, Un exemple simple, si par exemple, je sais pas moi, quelqu'un a été mordu à l'âge de 5 ans par un chien et donc développe une phobie, une haine, une peur panique du chien, 60 ans plus tard, à 65 ans, cette même personne peut voir un caniche traverser le trottoir et avoir une peur panique ah oui, de ce ma caniche. femme veut changer de trottoir quand elle observe à une vingtaine de mètres de loin. Ouais. Et oui, parce qu'il y a des expériences, entre guillemets, Traumatiques ou traumatisantes, Oui, oui. absolument. Donc l'intensité de l'émotion n'est pas révélatrice du danger de la situation ou de sa gravité. Elle est plutôt révélatrice de où est-ce qu'on on en est par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Alors, ce qu'on est en train de vivre, ça va être bientôt la respiration musicale, mais il nous restera une dernière partie d'émission dont on va essayer de profiter avec ceux qui nous écoutent, bien sûr. Et si vous avez des témoignages ou des avis, nous serons à l'écoute au 05 22 95 36 70 ou 80. Et avec notre invité Malek Beniz, que je présente à nouveau pour ceux qui nous rejoignent. Nous sommes avec Malek Beniz, qui est psychothérapeute et qui est praticienne de la méditation de pleine conscience. Alors, ce sont deux aspects, disons, qui gravitent autour du monde du soin ou du monde de l'observation. Les deux d'ailleurs, de l'observation, accroître sa capacité d'observer ce qui nous arrive. Alors qu'est-ce qui fait que dans sa pratique, comment ces choses-là s'insèrent? Parce que consulter un psychologue, c'est souvent être en présence de quelqu'un qui va utiliser davantage la capacité à se distancer, à faire de la place à autrui par l'écoute et ensuite, entre guillemets, à induire par le questionnement un certain nombre de réflexions qui peuvent être utiles à celui qui s'intéresse à ce qui engendre les comportements qu'il observe dans son présent en regardant dans le rétroviseur. Mais comment on insère dans sa pratique également d'autres outils, des outils comme celui dont nous avons parlé ce matin, la méditation de pleine conscience, Malek Beniz? Alors c'est une excellente question. À vrai dire, moi je ne me contente pas à titre personnel et professionnel de poser des questions. J'invite beaucoup les personnes que j'accompagne à ressentir leurs émotions, à revenir à leur corps, parce que sinon ils vont se perdre en théorie, en peur, en qu'est-ce que va dire telle personne de moi, qu'est-ce qui va m'arriver. Alors que quand on s'expose à une émotion, c'est comme quand on se baigne dans l'océan. Au bout d'un certain temps, l'émotion disparaît et avant cela, elle devient très tolérable. Elle est beaucoup plus tolérable que ce que l'on croit. Alors comment on allie pleine conscience et psychologie? Pourquoi les deux viennent ensemble? Tout simplement parce que... Mais est-ce que ça vient dans les cursus, dans sa pratique, par l'expérience, et on se dit que c'est intéressant parce qu'il y a des études qui ont démontré, ou parce que soi-même on a pu observer d'autres personnes suivre ce chemin qui, bon, en tout cas c'est un chemin qui a été entrepris, disons, dans cette période récente? Alors déjà, je l'ai pratiqué sur moi. C'est comme ça que je l'ai découvert. Parce qu'avant d'être psychothérapeute, j'étais journaliste et je travaillais essentiellement sur l'actualité internationale et les conflits. Et au bout d'un certain temps, j'ai réellement fait ce qu'on appelle un sublime et extraordinaire burn-out. Et le médecin de l'époque m'a d'abord prescrit la méditation de pleine conscience. C'est comme ça que moi-même j'ai découvert cette pratique. Et quand donc c'était une prescription médicale. Médicale. Oui, complètement. Au lieu de me prescrire des médicaments, on m'avait prescrit de la méditation de pleine conscience. Donc c'est comme ça que c'est venu jusqu'à moi. Et donc quand j'ai vu les bénéfices et les effets, mais incontestables, et qui sont devenus incontestés, du coup, je m'y suis formée en tant que professionnelle. Et maintenant, je le pratique avec les personnes que j'accompagne, avec mes patients. En quoi c'est utile? Tout simplement parce que durant notre enfance, on développe ce qu'on appelle des schémas de comportement. Les schémas de comportement, c'est comment on fait pour s'adapter à notre réalité tout en gérant notre souffrance de petit enfant, de petite fille ou de petit garçon. Alors le mot souffrance est très grand, mais il englobe toutes les situations difficiles. Beaucoup de personnes souffrent de la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de l'exclusion, ou qui ont un schéma d'exigence élevé qui est très très installé. Et ça, c'est lié en grande partie à leur enfance. Un schéma d'exigence très élevé. Oui, vous savez, c'est cette voix à l'intérieur de vous, cette voix critique qui vous dit que tout ce que vous faites n'est pas suffisant et qu'il faut faire plus. Et qu'une fois que vous ferez plus, vous aurez atteint le bout du tunnel. Le truc, c'est que plus vous avancez, ça n'arrive jamais. Plus vous avancez, plus le bout du tunnel recule. Donc cette paix espérée n'arrive jamais.
La peur de l'abandon, la peur du rejet va faire de nous des adultes qui s'adaptent énormément à leur environnement ou qui rejettent aussi leur environnement par peur d'être rejetés eux-mêmes. Oui. Et donc, la pleine conscience permet de voir ce mécanisme. C'est une réaction à une blessure de petite fille ou de petit garçon qu'on a importé avec nous jusqu'à l'âge adulte. Oui. Et le fait d'observer ce que ça nous fait croire, ce que ça nous fait ressentir, ce que ça nous fait faire, ça permet de créer une distance. Et à partir de là, de faire un choix, de ne pas être dans la réaction, mais d'être dans le choix de ce que j'ai envie de faire et de dire et de ressentir. Alors, le choix, c'est là où je décide que mon intention doit aller. Oui. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait pour moi. D'être fait pour moi. En quoi est-il intéressant d'investir son énergie et son temps, parce que ce sont les deux seules denrées dont nous disposons réellement. Absolument. Sauf que quand on a un schéma de comportement qui n'est pas encore conscientisé, on est en permanence en réaction à lui. Par exemple, la peur de l'abandon peut, dans la vie professionnelle, faire de nous un manager ultra toxique parce qu'on va vouloir être ultra performant et gérer et se substituer. Peu importe le prix. Être très contrôlant avec les personnes qu'on manage, par peur justement d'être rejeté par la hiérarchie. Oui, bon, c'est quand on le subit. Il est difficile de s'en distancier en se disant qu'il y a un schéma qui est à l'œuvre dans la réaction, etc. C'est toujours l'incompréhension, et l'incompréhension crée la frustration, le rejet, la colère. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment je fais si j'en ai pas conscience. Et c'est là où la souffrance devient intéressante, parce que c'est elle qui nous indique la barrière, que ça va pas. Ou même parfois la colère, le rejet, la haine, le ressentiment, ce sont des barrières qui se dressent contre ce qu'on perçoit comme étant une violence. Alors, les schémas qui se mettent en œuvre, disons, durant l'enfance, bon, ça m'a évoqué, pour le coup, une lecture très très récente. Alors, une personne racontait effectivement que même le jour de sa naissance, sa mère regardait un film très tardivement le soir et ne voulait pas sortir. Donc, il m'a gâché le plaisir de... Et peut-être ne voulait-elle pas de garçon. En tout cas, c'est la perception qu'il en a eue. Et il avait 2 sœurs aînées, et donc la jalousie, c'était une barrière. C'était une barrière qui s'est élevée, entre guillemets, contre ce qu'il avait perçu comme étant le rejet de sa mère. Donc, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que s'il sent ce rejet, il ne va pas se poser la question sur le comportement de sa mère, il va plutôt se dire que c'est lui qui n'est pas valide. Oui, ce qui n'est pas suffisant. Validable. Alors une tendance à l'autodénigrement. Absolument. Donc, la pleine conscience. Oui, mais j'entends réponse, c'est la réponse. Mais dans la pratique, alors comment on peut procéder par étapes, parce que il y a une période où il y a un moment où effectivement il s'agit d'observer, de diagnostiquer, de percevoir, une période où il s'agit de voir comment on peut pratiquer. Comment ça se met en place? Alors je vais être très honnête avec vous. Parce que dans la psychologie, il y a des thérapies qui durent 9 ans. Bon, Jung évoquait des patients qu'il avait depuis une dizaine d'années. Non, pas avec moi. Pas avec moi, c'est pas mon parti pris. Alors 2 choses. La première chose, c'est que si vous n'avez pas l'habitude de méditer, il faut vous faire aider. Il faut aller chercher un instructeur ou une instructrice. Il y en a maintenant de plus en plus au Maroc. Parce que l'erreur qu'on commet, c'est de croire qu'il faut vider sa tête ou il faut être calme et zen. C'est absolument faux. Méditer, c'est prendre son état tel qu'il est et le laisser nous traverser puis disparaître. Donc, si vous êtes déconcentré quand vous méditez, eh bien, vous faites une très belle expérience de ce que c'est que la déconcentration. Quand vous savez que vous êtes déconcentré, vous êtes déjà en pleine conscience. Donc, c'est prendre son état tel qu'il est sans le rejeter, sans en désirer un autre. Mais pour ce faire, les applications, ça peut être pas mal. Moi, je participe à l'une d'entre elles qui s'appelle Présence, avec un Z, qui est plutôt didactique. Mais je pense qu'il faut quand même passer par l'instructeur au tout début pour pouvoir justement éviter les pièges. Charnelle, physique plutôt pédagogique. Où l'instructeur peut vraiment vous montrer comment vous y prendre. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, si vous vous reconnaissez dans vos schémas, dans les schémas qu'on a abordés, il y en a beaucoup plus que cela, il ne faut pas hésiter à demander un accompagnement psychothérapeutique. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une honte. Je pense plutôt que c'est de la responsabilité. On est tous traversés par des moments et des événements et des traumas. Enfin, la majorité de la population mondiale a déjà vécu un traumatisme dans sa vie. Oui. Et je pense que c'est être responsable que de l'admettre. Comme on est sous influence, on est déformé par ces influences-là. Et commencer à les observer, c'est parfois
entreprendre le chemin de retrouver un certain équilibre. Alors, on va essayer d'éviter les erreurs à l'antenne, c'est-à-dire les retards. Il est 11h29 et bientôt 11h30. Karim Droné va nous rejoindre dans quelques instants. Et pour nous présenter, vous le savez, les actualités. Quant à nous, on va se retrouver demain pour d'autres thématiques des experts. Et j'en profite également pour remercier Malak Benis qui nous a rejoint pour cette émission du jour. À très bientôt.